Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreux emails qui reviennent en boucle dans ma boîte email qui consiste à me demander pourquoi le dollar ne s'est pas écroulé ou va-t-il s'écrouler suite aux énormes dépenses de milliers de milliards de dollars organisées par le gouvernement des États-Unis pour essayer de sauver l'économie américaine. L'étonnement en fait repose sur l'idée que les États-Unis font tourner la planche à billets à mort et donc devraient par voie de conséquence générer beaucoup d'hyperinflation, d'inflation puis d'hyperinflation et surtout générer une dévaluation du dollar par rapport aux autres monnaies. Alors on va essayer de répondre avec des outils chiffrés et vous allez voir que la logique des marchés est peut-être tout à fait compréhensible derrière le brouhaha médiatique. Alors, à quoi ressemble le graphique depuis 5-6 ans sur l'euro-dollar? On voit que il y a 5-6 ans, on voit à 1,40. Nous sommes tombés à 1,04. Nous sommes remontés donc début 2018 à 1,25. Et là, nous sommes à peu près au plus bas, à 1,08. On voit aussi que depuis la crise du corona que nous sommes sur le plus bas. Donc, conclusion générale, en regardant les graphiques, pendant que les États-Unis dépensent des milliards sans compter pour essayer de sauver leur économie, l'euro se pète la gueule. Donc, évidemment, ça suscite un certain nombre de questions. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est le dollar index, qui représente la valeur du dollar par rapport à un panier de 8 devises dans le monde. Et je vous l'ai mis sur 40 ans, de manière à resituer un peu le débat. Donc là, on voit qu'on est à 100, on est à peu près sur le plus haut des 20 dernières années, en fait, sur le dollar index. Encore une fois, comme j'ai fait une vidéo il y a, je ne sais plus, quelques mois, il faudrait passer la barre des 104, on vaut 100, il faudrait passer la barre des 104 pour confirmer une poursuite de la tendance haussière. Clairement, le dollar est en train de monter, on le voit à très court terme, pendant la crise du corona, il a monté par rapport à toutes les autres devises, a servi de devise de référence et de réserve et de safe haven, donc d'endroit pour se réfugier. Mais pourquoi je vous montre le graphique sur 40 ans? C'est toujours pour resituer les accords du Plaza en 1985 où le dollar index valait 165, donc 60% de valeur en plus qu'aujourd'hui. Et au lancement de l'euro, quand l'euro était assez faible et le dollar extrêmement fort, on valait quand même 120, donc 20% de valeur en plus que sur les cours actuels du dollar. Certaines voix actuellement s'élèvent dans la presse internationale pour nous dire qu'il va falloir faire les nouveaux accords du Plaza parce qu'on se retrouve au niveau de l'excès de valeur du dollar par rapport aux autres devises, comme dans les années 80, comme vous pouvez le voir, il y a 60% d'écart entre aujourd'hui et il y a 20 ans, il y a 40 ans. Donc nous sommes absolument pas en excès, on est vaguement en milieu de range, un peu plus, on est aux 2/3 de haut de range. Le dollar pour l'instant n'a pas une valeur surévaluée. Par rapport à la parité de pouvoir d'achat, je ne sais plus, on est en hausse de 15%, donc c'est vraiment pas excessif. Beaucoup de devises sont restées un an ou deux avec des parités de pouvoir d'achat 30, 40, 50% supérieures. Donc actuellement, le dollar est très faiblement haussier, donc il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte sur 50 ans. Alors la question est pourquoi le dollar ne s'est pas écroulé alors que les États-Unis font marcher la planche à billets. Donc je vous ai mis en place des chiffres que je vais vous montrer maintenant. Ces chiffres montrent pourquoi les investisseurs choisissent le dollar pour se réfugier et non pas les autres devises, dont l'euro, malgré la planche à billets que, encore une fois, on va comparer. Et en fait, depuis 2 ans, je fais des vidéos là-dessus parce que la tendance est là depuis un certain nombre d'années. Mon discours passe très mal, peut-être que je ne m'exprime pas très bien, mais ce qui se passe, c'est que certes, les États-Unis dépensent beaucoup d'argent et ont des budgets et des actifs rachetés par la Banque centrale américaine, la Fed, qui sont assez énormes en valeur faciale, mais les autres pays font pire que ce que font les Américains, ce qui fait que vous allez voir que le dollar se retrouve au final en bout de course avec les meilleurs ratios à peu près sur tous les critères. Donc quels sont les critères qu'on peut regarder pour essayer d'évaluer la force d'une devise? Alors il y a d'abord le premier critère, c'est le taux d'intérêt, ce que rapporte la devise, le taux d'intérêt net d'inflation. Alors je ne l'ai pas mis tout simplement parce qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont à 0 partout, que ce soit aux US, en Europe, au Japon. Ça ne sert pas à grand chose de comparer un 0 avec un autre 0, donc ça c'est le premier point. Le deuxième critère qui est souvent utilisé, c'est tout simplement la quantité de monnaie qui est disponible dans le système par rapport à la valeur du PIB et par rapport à tout simplement à la circulation des biens et des services. Ce qu'on dit généralement, c'est que la monnaie est plus ou moins diluée par rapport au monde du bien et des services. C'est ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets. Donc cette quantité de monnaie est généralement mesurée par la monnaie supply, qui est la M2. Donc je vous ai mis tout simplement les États-Unis par rapport à la zone euro, par rapport à la Chine, par rapport au Japon. Donc c'est exprimé dans les devises locales. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on compare la monnaie supply, donc la quantité de monnaie en circulation, par rapport à la taille du PIB.
Donc là, à nouveau, j'ai été chercher les PIB en valeur locale pour pouvoir comparer à la monnaie supply et j'ai appliqué un ratio de moins 7%. La Chine a publié sur son premier trimestre une baisse du PIB de 6,8% et c'est à peu près ce qui va se passer au second semestre, que ce soit pour l'Europe ou les États-Unis. On s'attend à ce qu'il y ait une baisse environ de 7% sur le trimestre. Donc j'ai mis tout le monde à peu près en comparaison avec moins 7% dans la tête. Ce sont les derniers chiffres qui ont été publiés que j'ai pris là. Alors les dates de publication ne correspondent pas toujours selon les zones, mais grosso modo, on a à peu près une comparaison de l'état du PIB qui va sortir suite au coronavirus et par rapport à l'état de la monnaie supply, de la monnaie en circulation. Et donc ce qui compte, c'est qu'on tire un ratio, un pourcentage, et de manière à estimer combien il y a de monnaie par rapport aux échanges de biens et du PIB, en fait, aux échanges de biens et de services dans l'économie. Alors quand vous prenez le ratio des États-Unis, vous voyez qu'il y a 80%. La dernière fois que j'ai fait une vidéo pour vanter les mérites du dollar, nous étions à 68%. Donc clairement, la monnaie supply américaine a fortement augmenté, comme on a pu le voir dans les médias. Mais elle représente toujours, avec une baisse de 7% encore une fois du PIB sur le deuxième trimestre, elle représente 80%. Pour information, les théories économiques émises, enfin monétaristes plutôt, émises par certains économistes, dont Milton Friedman, disent que voilà, un pays gère bien sa monnaie et à partir du moment où la masse monétaire représente autour de 70% du PIB. Donc jusqu'à il y a un an, les États-Unis étaient parfaits avec un ratio de 68%. Évidemment, avec Trump qui cherche à affaiblir le dollar plus le coronavirus, on se retrouve à 80%. Donc on a quitté la zone parfaite et idéale et optimale vantée par les monétaristes. Nous sommes à 80%. Alors en comparaison, l'Europe est bien pire puisqu'elle a 95%. Donc on se rapproche quand même de la barre des 100%, ce qui là, 15% ça n'a rien, mais on est en train de parler de 13 000 milliards de PIB. Donc chaque pourcent de PIB, ce sont des sommes gigantesques qui feraient frémir n'importe quel journaliste dans les médias. En termes d'aide, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de milliards d'euros, de milliards d'euros, hein, en plus ou en moins, donc 15%, ça c'est énorme. Mais en comparaison, si vous regardez la Chine, on est à 222%, donc la Chine dilue sa monnaie, voilà. Donc moi je vous invite, par rapport aux gens qui vous recommandent d'aller acheter des obligations chinoises, par exemple, de vous méfier de la dévaluation du CNY, en fait, du Wang, tout simplement parce qu'il est assez dilué déjà comme ça par rapport à la taille de l'économie. Les Chinois n'ont pas une gestion orthodoxe et monétariste de leur monnaie, comme vous pouvez le voir, puisque la monnaie représente 122% de plus que l'économie, que le PIB. Et le Japon également est à 204%, donc il a également une masse monétaire assez importante. Si vous prenez la Suisse et le dollar de Singapour, qui sont des monnaies également réputées pour être plutôt plus fortes que la moyenne des pays, vous verrez que les masses de monnaie, la masse monétaire par rapport au PIB sont très très importantes et dépassent à nouveau le ratio de 100%, je ne sais plus, c'est 120 et 150% pour ces deux pays. Donc au final, quand vous comparez toutes les différentes alternatives des investisseurs pour stocker leur monnaie, la première chose qu'un investisseur se demande, c'est comment a déconné la Banque centrale par rapport à la masse monétaire. Et vous comprenez qu'en faisant ce simple ratio entre la masse monétaire et le PIB, les États-Unis sortent en tête, mais largement en tête, et n'ont quasiment aucun concurrent sur la planète en termes d'orthodoxie monétariste. Donc évidemment, c'est un énorme bon point pour le dollar. Ensuite, j'ai pris tout simplement les assets des banques centrales. Donc vous avez suivi comme moi les rachats de dettes privées maintenant, des dettes des entreprises en plus des dettes des États par les banques centrales. Donc la Fed a annoncé qu'elle achetait grosso modo tout ce qui bougeait. Si y a un problème, elle achetait. Donc tout le monde a dit planche à billets. Alors on va regarder si c'est vrai et si la planche à billets de la Fed est si incroyable que ça, ou au contraire si elle est mesurée. Donc j'ai pris tous les assets des banques centrales qui sont publiés sur les sites comme la Fed, la BCE, la Banque centrale chinoise et la Banque centrale du Japon. Je les ai pris à nouveau en monnaie locale et je les ai comparés par rapport au PIB exprimé en monnaie locale. Donc si on prend les actifs possédés au bilan de la Banque centrale américaine, de la Fed, ils représentent 31%, et 32% du PIB américain. La BCE, on est à bientôt 41%, donc on est quand même 25% plus chargé sur le bilan de la BCE que la Banque centrale américaine. À peu près au même niveau, la Chine, la Banque centrale chinoise possède
possèdent à peu près la même quantité d'actifs que la Banque centrale européenne. Quant à la Banque du Japon, vous savez comme moi qu'ils font n'importe quoi, ils ont tout monétisé. Ils possèdent actuellement, je crois que la Banque centrale japonaise, en plus de posséder l'ensemble de marché de la dette du gouvernement japonais, je crois, j'ai vu passer l'autre jour un article qui disait qu'elle était présente dans le top 10 des actionnaires de 70% des entreprises composant le Nikkei 225. Donc grosso modo, on est en train de nationaliser les actifs au Japon. On a une nationalisation rampante des dettes déjà en Europe, mais aux États-Unis, à nouveau, vous comprenez que malgré les effets d'annonce et que les Américains font n'importe quoi, en fait, la taille des actifs par rapport à la taille de l'économie reste à un niveau moindre que tous les petits copains. Alors vous pouvez prendre tous les petits pays annexes, mais grosso modo, un chiffre de 32%, c'est un chiffre qui est très très bas par rapport à toutes les banques centrales dans le monde. Donc à nouveau, les États-Unis ont une gestion monétaire meilleure que leurs copains. Alors c'est pas super orthodoxe, mais on n'est pas trop loin quand même des ratios acceptables, mais c'est surtout que par rapport aux autres pays, on est largement mieux que ce que font les politiques monétaires des concurrents du dollar. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui peut expliquer la force du dollar, mais de là à attendre un effondrement du dollar par rapport aux autres devises, parce que les États-Unis sont en train de dépenser sans compter pour sauver leur économie. En fait, ce qui se passe, c'est oui, effectivement, ils ont fait des effets d'annonce dans lesquels ils annoncent qu'ils vont dépenser beaucoup plus que les petits copains pour sauver l'économie américaine du corona. Mais en fait, ils avaient tellement bien géré avant, qu'ils avaient tellement d'avance qu'ils peuvent se permettre de sauver leur économie. Et il est fort probable qu'avec tout l'argent qu'ils injectent, l'économie américaine repartira en tête de tous ces pays. Et c'est l'avantage du numéro 1 mondial, c'est d'avoir plus de ressources et de pouvoir mieux parer quand ça va mal, et quelque part de faire la différence quand tout s'effondre. Au-delà de la planche à billets des banques centrales et puis de la masse monétaire dans le système économique en place, vous avez également le déficit budgétaire qui impacte différents gouvernements, qui impacte assez fortement la valeur d'une devise. Alors le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'effets d'annonce. Donc là, je suis sur un site européen qui montre à peu près les réponses fiscales qui vont être prises. Alors c'est des chiffres qui sont mis à jour au 16 avril 2020, donc à 4 jours. Mais c'est fait par rapport au pourcentage du PIB officiel de 2019, donc ça vaut ce que ça vaut. Le PIB est en train de baisser, donc on s'en fout. Dans l'idée, c'est en fait de chercher qui répond quoi et plus fort ou moins fort que le voisin, puisqu'encore une fois, c'est un jeu en valeur relative et non pas en valeur absolue. Ce qu'on voit grosso modo, c'est que les États-Unis ont fait une réponse fiscale assez forte, mais pas plus, pas moins que les copains. Voilà, chacun y a été de sa sauce avec les différentes formules. Surtout, je pense qu'on ne peut pas prendre en compte aujourd'hui les données annoncées par les déficits budgétaires, parce que tout simplement, ce sont des annonces politiques. On ne sait pas ce qui sera fait concrètement et réellement derrière. C'est juste pour rassurer les peuples et faire des annonces dans les médias. Donc je pense qu'il va falloir attendre plusieurs mois pour voir les chiffres réels des dépenses des États et après comparer et évaluer si, qui a payé plus, qui a payé moins, et en comparaison des copains. Une dernière chose, c'est que la valeur d'une devise repose également sur les flux d'export et d'import des marchandises et des services et des dividendes, ce qui est souvent mesuré par le current account, même si c'est un critère qui est imparfait. À l'heure actuelle, vu que l'économie est complètement à l'arrêt et que les échanges internationaux sont en chute libre, je ne pense pas que ce critère également va impacter en premier l'évaluation des devises, tout simplement parce que l'activité économique est complètement niquée et que donc ce qui impacte actuellement beaucoup, c'est de savoir combien dépense combien on fait tourner la planche à billets, tout simplement, et la dilution en fait de la quantité de monnaie par rapport à l'économie réelle. Je pense que c'est ça que les investisseurs sont en train de regarder, et c'est donc pour ça que pour l'instant ils privilégient le dollar. C'est pour ça que l'euro s'effrite en étant au plus bas et n'a pas remonté, parce que je pense que les marchés au final ont jaugé les effets d'annonce de déficit budgétaire aléatoires et donc se sont concentrés encore une fois sur la masse monétaire. Maintenant, tous ceux qui ont acheté et qui ont misé sur le dollar à long terme pour conserver leur patrimoine, tout le monde salive sur une seule information, donc je vais vous donner maintenant. Et c'est sympa les théories monétaristes, mais après il y a les flux de capitaux, et c'est ça qui compte le plus, c'est ça qui font les tendances haussières ou baissières. Actuellement, en fait, là vous avez le graphique des dettes libellées en dollars en dehors des États-Unis. Il y a actuellement 11 000 milliards de dettes, c'est-à-dire que ce sont des pays
et des entreprises qui ont estimé qu'il était préférable d'emprunter de l'argent en dollars parce que le taux d'intérêt était meilleur que dans leur propre pays. Donc ce sont des dettes qui sont libellées dans tous les pays émergents. Essentiellement, et dont les taux d'intérêt, je sais pas, vous avez par exemple au Panama actuellement, quand on emprunte, on est à 6-7%, au Costa Rica, ça peut aller jusqu'à 10%. Il y a beaucoup de pays où les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, donc les gens se disent ça sert à rien que je paye 6 ou 8% ou 10%, il vaut mieux que j'aille emprunter des dollars à beaucoup moins. Et donc ce montant de dette aujourd'hui représente 11 000 milliards. Et ce qui se passe, c'est qu'avec un effondrement, et comment on rembourse, et comment on paye les intérêts, et comment on rembourse le capital qu'on a emprunté, tout simplement par le jeu des exports, puisqu'on ne peut pas générer, les monnaies locales sont généralement dévaluées par rapport au premier de la classe, qui est le dollar. Et donc, ce n'est pas en générant du business à l'intérieur d'un pays qu'on va pouvoir rembourser les dettes qu'on a souscrites à l'extérieur de son pays dans la monnaie la plus forte au monde. Personnellement, je pense que c'est suicidaire, mais c'est ce que font pour un montant de 11 000 milliards beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de pays. Ce qui se passe, c'est qu'on peut payer et rembourser son capital et payer les intérêts que via le jeu des imports et des exports. En fait, on est obligé de vendre sur le marché international des marchandises et des services pour récupérer des devises extérieures fortes avec lesquelles on va pouvoir rembourser ses emprunts. Plus le dollar monte et fort, plus les économies annexes s'enfoncent, plus les devises dévaluent par rapport au dollar, et on le voit avec le dollar index, on est plutôt au plus haut que plutôt au plus bas, plus la charge d'intérêt augmente mécaniquement et plus il y a un problème concret de dollars en circulation pour pouvoir payer les dettes. Et c'est ce qui s'est passé en 1985 avec les problèmes d'endettement liés au pétrole, et ce qui a fait que le dollar index est monté à 160, je vous rappelle qu'on vaut 100 aujourd'hui, on a fait un énorme run, un énorme bull market, et c'est ce que les gens salivent aujourd'hui, c'est qu'on se dit que voilà, avec le corona, tous les échanges internationaux sont à l'arrêt. Donc tous les pays qui sont empruntés de la dette dans les pays émergents ne vont pas avoir les moyens de rembourser leur dette et de payer les intérêts. Donc ils vont être complètement désespérés et vont crever de besoin d'obtenir du dollar. Donc ils vont devoir les acheter du dollar à n'importe quel prix pour pouvoir payer leurs dettes, parce que s'ils ne payent pas leurs dettes, en fait, il y aura des saisies sur ce qu'ils ont apporté comme collatéraux en face de ces emprunts libellés en dollars. Le pari des investisseurs actuellement, c'est de se dire que le corona qui a complètement détruit l'économie va créer de la déflation. Le boss de la Fed a dit il n'y a pas très longtemps, quelques jours, qu'il n'avait pas du tout peur de l'inflation. C'est pas ça ce qui le faisait flipper. On a également le vice-président de la Fed qui est en train de dire que la Fed a tout ce qu'il faut pour échapper à la déflation. Bien évidemment que ce qui regoute tous, c'est que la déflation s'installe aux États-Unis, puisqu'une déflation est extrêmement positive pour la valeur d'une devise. On le voit au Japon, le yen est une des devises les plus fortes au monde parce qu'il n'y a pas d'inflation. L'inflation, c'est ce qui détruit la valeur d'une devise. Donc à partir du moment où on rentre en déflation, on valorise une monnaie. Et donc si les États-Unis tombent en déflation à cause du coronavirus, la valeur du dollar, non seulement est déjà très forte, vous l'aurez compris, parce que la masse monétaire, le bilan de la Banque centrale américaine, et en face les critères de déficit budgétaire et puis d'échanges commerciaux, voilà, et de taux d'intérêt, tout ça c'est annulé d'un côté et la Fed a des points forts en matière monétariste. Mais si en plus on rajoute un coup de déflation, et là en fait on va se retrouver avec un dollar totalement explosif, et tous les petits gars qui ont emprunté 11 000 milliards en libellé en dollars, eux ils n'auront pas de la déflation et ils vont se mettre à galoper comme des malades pour acheter leurs dollars pour pouvoir payer leurs dettes pour éviter la faillite. Et c'est ça ce que jouent les investisseurs actuellement, c'est ce piège, ce qu'ils appellent ça, par exemple dans ce dernier article qui a été sorti il y a une semaine, le trap, donc le piège de la déflation. C'est pour ça que la Fed imprime en masse, comme probablement jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils font tourner la planche à billets comme des malades, parce qu'ils ne veulent absolument pas que l'économie américaine plonge en déflation, parce que alors là, tout le monde sait que ça va être la bérésina. Et en face, les investisseurs se disent que c'est le meilleur endroit au monde pour l'instant, c'est qu'il y a un risque de gagner énormément d'argent en étant long et acheteur de dollars, grâce à ce risque de déflation. Donc quand on voit les autres pays, les alternatives qu'ils proposent au niveau monétariste et économique, en tant qu'investisseur avec un patrimoine à protéger, il est évident que le dollar aujourd'hui c'est la place la moins risquée, même si c'est une place risquée, c'est une devise risquée, mais c'est la moins risquée par rapport à toutes les autres, parce que quelque part tous les clignotants sont plus ou moins ouverts. Alors je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ça sur l'or, parce que tout le monde en France est intéressé par la valeur de l'or. Donc moi je ne suis pas un spécialiste de l'or. Ce n'est pas un marché qui me plaît trop, parce que je pense qu'il est quand même vaguement manipulé. Puis il y a des différences majeures entre le marché physique et le marché coté.
Il est clair que si la déflation s'installe suite au coronavirus, l'or va se péter la gueule, parce que quand il y a de la déflation, tout se pète la gueule, et le cash est le king, le cash est le roi, donc le cash dollar sera le grand gagnant de l'arrivée d'une déflation. Je ne sais pas s'il va y avoir un épisode de déflation, je dis juste que pour l'instant, les responsables monétaires américains, donc qui sont quand même la première banque centrale au monde, disent qu'ils ont très très peur de la déflation et pas du tout peur de l'inflation. Donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Après, il va falloir attendre les datas économiques pour confirmer ou infirmer ce scénario. Mais en attendant, si vous posez la question de savoir pourquoi le dollar ne s'effondre pas et pourquoi il monte un peu gentiment, parce que ça ne monte pas très fort, mais ça monte quand même régulièrement par rapport aux autres devises, je pense que c'est toutes ces raisons réunies qui font que le dollar a une meilleure chance, une meilleure probabilité aujourd'hui de s'en sortir par rapport à l'euro par exemple. Et donc c'est pour ça que je continue de penser que quand on a du patrimoine, il vaut mieux le planquer actuellement sur les États-Unis en dollars cash de base.